Dites-moi, vous vous souvenez quand coder, c'était passer des heures à chercher une virgule mal placée ou une parenthèse oubliée? Eh bien, gardez vos souvenirs parce qu'on est en train de changer d'époque. Aujourd'hui, on ne parle plus seulement de programmation, on parle de vibe coding. Alors, c'est quoi le truc? Est-ce que c'est encore un mot à la mode pour faire joli? Pas du tout. Le vibe coding, c'est quand vous devenez le chef d'orchestre et que l'IA devient votre instrument. On décrit une intention, on donne une direction, bref, on donne un vibe et la machine s'occupe de la tuyauterie. Moi, à 50 balais, j'en ai vu passer des révolutions technologiques, mais celle-là, elle remet tout le monde dans la course, même ceux qui n'ont jamais ouvert un terminal de leur vie. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce la fin des développeurs ou le début d'une nouvelle ère de créativité pure? On va tester ça ensemble tout de suite. Allez, c'est parti. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Le vibe coding, c'est un terme qui est exposé récemment, notamment avec des outils comme Cursor ou Replit. Avant, pour créer une application, il fallait parler ordinateur, le Python, le JavaScript, le C++. Si tu faisais une faute de frappe, tout s'écroulait. Avec le vibe coding, on inverse les rôles. L'ordinateur parle enfin humain. On appelle ça le passage de la syntaxe à l'intention. Vous ne dites plus à la machine comment faire, vous lui dites ce que vous voulez obtenir. C'est comme si vous aviez un développeur senior ultra rapide à vos côtés et que votre seul job, c'était de lui donner la bonne direction. Donc la bonne vibe. Alors, comme je le disais auparavant, le vibe coding va nous permettre de coder sans pouvoir avoir de connaissances, je dirais, basiques ou approfondies plutôt sur le codage ou sur le développement pur et dur. Mais par contre, il va nous permettre de créer des applicatifs ou des petites applications internes en local pour soi-même de manière assez rapide. Je dirais pas facilement parce que ce mot ne me plaît pas, mais je dirais plutôt assez rapidement parce que l'IA va quand même nous faire gagner beaucoup de temps. Par contre, ceci nécessite une méthode. Une méthode parce que on va voir que selon les outils, et je vais vous présenter un petit panel d'outils, on va voir que selon les outils utilisés, toutes les méthodes ne sont pas les mêmes. Même si on peut faire en sorte que on demande à l'IA une certaine chose, il va y falloir quand même avoir quelques notions et certainement des mots-clés pour pouvoir faire comprendre à l'IA ce que l'on veut exactement. Tout d'abord, un peu de théorie. Nous allons voir comment va s'articuler un projet de vibe coding et comment mettre toutes les chances de notre côté pour que ce projet prenne forme et dans les meilleures conditions. N'oublions pas qu'une IA est un développeur à part entière et que même si il sait beaucoup plus de choses que vous, il va falloir quand même bien l'orienter en lui demandant ce que l'on veut. Voyons un peu comment un projet devrait s'articuler. En l'occurrence, ici, pour créer par exemple ce projet, on va toujours partir d'un schéma, une vue schématique de notre projet, pour pouvoir au mieux préparer l'IA à ce que l'on va devoir lui demander. On va voir qu'on va avoir besoin de lui donner quand même une directive claire avec quels éléments nous allons mettre dans notre projet et comment il va devoir construire ce projet. C'est là où très souvent les projets échouent parce que pas de directive claire en début de projet ou on ne sait pas sur quoi l'IA va aller coder, vous pouvez aller droit dans le mur et lui-même arriver dans une impasse parce que à un moment donné, vous ne pourrez plus lui donner les bonnes directives pour qu'il puisse continuer votre projet, le débugger ou l'améliorer. Donc je vous invite quand même à chaque fois que vous allez démarrer un projet de venir faire ce genre de petits graphiques de manière à vous aider et à savoir ce que vous allez demander à votre IA. Admettons ici, prenons le projet calendrier de l'Avent. Alors, le calendrier de l'Avent, c'est quelque chose qui est assez basique.
On va aller créer un calendrier avec à chaque fois une case où on va vouloir avoir une date, éventuellement une image, un texte, une devinette, n'importe quoi, de manière à découvrir chaque jour notre calendrier. Ici, on va avoir du passage à l'idée. On va pouvoir passer au développement. Donc c'est à partir d'ici que l'IA va se mettre en fonctionnement. Et quand on aura passé la partie développement, il va falloir aller quand même lui donner des directives d'apparence, parce que en fonction des ordinateurs ou des téléphones, l'apparence ne sera pas la même. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le mode responsive sur la partie web. Et vous avez certainement déjà tous vu des sites, de moins en moins quand même aujourd'hui, qui s'adaptaient pas très bien à la visibilité de votre téléphone. C'est parce que le responsive n'a pas été bien élaboré ou bien mis en place. Dans notre cas, on verra déjà l'apparence globale PC. De toute façon, aujourd'hui, les IA arrivent à faire ça pratiquement en automatique, mais quelquefois, il faut les aider un peu. Et nous, notre rôle en tant qu'interpréteur, c'est quand même de les guider et d'aller vérifier que tout se passe bien et que tout se présente bien. Donc, une fois qu'on a fait notre petit schéma sur notre idée, ce bouton, qu'est-ce qu'il va faire quand l'utilisateur va arriver dans telle fenêtre, qu'est-ce que ça va engendrer, parce qu'il faut quand même qu'on sache où aller, et toutes ces directives, c'est bien de les donner en amont à votre IA. Ces directives et tout ce process qui va en découler de notre idée, de notre projet, ici va donner ce qu'on va appeler ici un PRD. Donc le PRD, c'est un document synthétique très détaillé qui va nous permettre d'expliquer à notre IA avec du langage clair, il est intelligible, ce que l'on veut. C'est-à-dire le projet, qu'est-ce qu'il concerne? C'est un calendrier de l'Avent qui va faire telle ou telle chose. Je veux qu'il soit développé sur tel stack. Donc tel stack, ça veut dire tel langage avec tel élément JavaScript, PHP, Python, etc. Je veux que les interactions entre les boutons soient ainsi et que quand l'utilisateur fasse telle action, ça le renvoie par exemple dans telle fenêtre où ça affiche cette pop-up, etc. Ce PRD, donc Product Requirement Development, c'est un produit, c'est un document qui suit très généralement toute la phase de projet. Alors, on le fait dès le départ de manière ici, nous, parce qu'on travaille avec de l'IA, mais des équipes de développeurs ont très souvent aussi un PRD, de manière à savoir sur quel type de projet ils travaillent. Ça les aide à comprendre un peu mieux les parties et les zones dans une équipe de développeurs. Il faut savoir que chaque développeur va développer une partie infime de l'application. Et c'est une fois qu'on va rassembler toutes ces datas, toutes ces parties de développement, que l'application va être totalement fonctionnelle. Ici, nous, on n'a qu'une IA qui fait office de développeur de team développement et nous, superviseurs humains, qui allons le guider. C'est comme ça que le vibe coding fonctionne. Donc une fois qu'on aura fait notre PRD, on va pouvoir donc ici passer au développement. Et donc ici, dans ce que je vous ai mis, je vous ai fait une petite vue schématique d'une partie d'un process de développement classique en partant de l'idée. Ici, on va aller donc amener le PRD à nos développeurs. Les développeurs vont commencer à regarder en fonction des langages, des stacks à utiliser, installer des éléments, installer des sources, installer des bibliothèques et configurer leur environnement de travail. Tout cela prend un certain temps. Puis, il va falloir, si on veut stocker de l'élément, si on veut stocker de la data par rapport à notre application, par exemple des comptes utilisateurs, des emails de personnes connectées, si vous voulez faire du scoring, c'est-à-dire stocker des points, etc., va falloir une base de données.
Cette base de données, très souvent, il va falloir la configurer dès le départ, de manière à accueillir les données. Imaginez un grand fichier Excel où on va pouvoir ici donc stocker toutes nos données. Et puis notre application ou notre plateforme, si on veut qu'elle soit visible, bien évidemment, il va falloir aller la mettre sur des serveurs. Donc on va appeler ça l'hébergeur web et on va pouvoir la mettre en visibilité, c'est-à-dire mise en ligne, en production par exemple, pour que tout le monde puisse y accéder. Donc ça, c'est dans le cas où on va vouloir développer une application tierce, où les gens vont pouvoir se connecter et interagir avec notre application. Et donc on arrive sur la phase finale qui est la mise en ligne, la mise en production, où on a débugué, on a corrigé tous les éléments et on s'assure qu'il n'y a pas surtout de failles de sécurité. On en reparlera ça durant la phase de développement sur les failles de sécurité, surtout avec les IA, il faut faire attention. Notre développement par IA, qu'est-ce qu'il va nous faire gagner ? On est toujours ici au stade de notre idée. Par contre, toute la base ici, une fois que je vais donner mon PRD à mon IA, toute sa phase de préparation, elle va être capable de la faire elle-même et de pouvoir préparer sa stack. Elle va savoir comment elle va commencer le projet, elle va créer les fichiers, les dossiers et elle va lancer le développement de l'application. Et c'est en ça où l'IA c'est formidable. Parce que ici ça vient remplacer toute ma team de développement. Je vais quand même devoir lui fournir des éléments comme la base de données et l'hébergeur web si je veux diffuser mon application et la mettre en ligne. Parce que ça, à ce stade-là, l'IA pour l'instant n'est pas capable de le faire toute seule. Elle va vous demander, et à chaque fois vous allez voir que l'IA ne fait pas toute seule, elle vous demande approbation. C'est une sécurité, c'est à vous de vérifier. Donc encore une fois, c'est pour ça que je dis que des connaissances minimales sont très souvent quand même requises, parce que non-développeur lambda peut valider oui, vas-y, fais, sans savoir et sans avoir aucune conscience ou connaissance de ce que l'IA est en train de faire derrière. Et c'est là où ça peut être très dangereux en termes de sécurité. Sachez que c'est vous le maître. L'IA va vous aider à développer, mais c'est vous le maître à bord. Donc ici, elle va pouvoir utiliser, débugger mon application, ça c'est sûr. Et c'est souvent ce qui est le plus coûteux, c'est que lors d'une phase de développement classique, on prend énormément de temps à attendre que les autres développeurs aient développé leur partie, que l'on vienne tout assembler pour se rendre compte qu'il y a des bugs et qu'il faut débugger, soit corriger notre code. Passer à une version ultérieure ou revenir sur une version antérieure. Ici, l'IA va s'en charger. Vous allez être quand même, vous, avant la mise en ligne, la personne qui allait vérifier quand même tout ça, de manière à vous assurer que tout est bien en place et que tout fonctionne correctement. N'oublions pas que le PRD va être la pièce centrale et maîtresse dès le départ. Plus il sera complet, plus il sera structuré, plus il y aura d'informations, mieux se passera ici la partie développement. Donc maintenant, avec quoi on développe ? Parce que c'est bien beau de vouloir faire du vibe coding, mais on ne va pas vibe coder avec tous les éléments ou avec toutes les applications, pareil que si je codais avec des outils d'expertise ou des outils d'experts, comme on va le voir avec par exemple des IDE, CLI, entre autres. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Quand on n'aurait pas de connaissances, et on va voir les trois types de développement, je vais vous montrer après qu'est-ce que ça peut faire et comment on peut justement vibe coder quand on est totalement débutant, sans connaissance, quand on a un peu d'expertise, je dirais au moins de connaissances moyennes des bases en développement,
Et quand on est expert, qu'est-ce qu'il est mieux d'utiliser? Je vous ai fait pour simplifier un peu ici, mais il y a tout un tas d'outils. J'ai mis les principaux. Mais ici, par exemple, dans la première partie, si on n'a pas de connaissances, on va aller directement sur notre chat GPT, notre Claude, notre Gemini ou Grok, qui est l'outil d'Elon Musk, pour coder directement. Ces outils aujourd'hui sont capables de coder, de vous sortir un premier projet. Donc, je parle par exemple d'une page web très bonne, avec un design très sympa, et de faire même des petits projets simples, par exemple une extension, etc. Très très simplement, sans trop de difficultés. Par contre, dès qu'on va vouloir aller connecter cet élément avec une base de données et avec de la gestion derrière, par exemple de compte, il va falloir passer sur des outils un peu plus robustes. Ici, en l'occurrence, on va aller plutôt sur des IDE IA comme Lovable, Bolt, V0, Windsurf, qui sont pour les principaux. Trae aussi, qui est un IDE, mais qui est entre les deux, qui sont un peu plus, je dirais, sont aussi faciles à prendre en main que votre interpréteur ChatGPT ou Gemini, mais qui vont permettre d'aller y associer directement soit une possibilité de mise en ligne directe, soit carrément une connexion à une base de données externe. Donc là, on verra qu'est-ce qui peut se faire sur des typologies de bases de données externes. Et puis, pour ceux qui maîtrisent, donc ça souvent sont des gens qui sont issus du développement, experts quand même en un langage, on va avoir les CLI. Donc il va y avoir, c'est-à-dire qu'on va travailler dans un IDE. Un IDE, qu'est-ce que c'est? C'est un éditeur de code, c'est là où on tape du code. Je vous montrerai. Et on va venir y associer cet IDE, une IA, donc qui va être à part entière de cet IDE, qui va faire office de codeur, de développeur, et à laquelle on va pouvoir lui demander directement de coder. Alors, il y a même une quatrième catégorie. Ici, j'ai mis des IDE comme comme VS Code, etc. Mais les CLI, c'est carrément en ligne de commande dans une fenêtre de terminal. Donc, on va voir ça juste après avec Mistral. D'ailleurs, il me manque Mistral ici. C'est vrai que j'aurais pu l'ajouter. Le seul français, notre IA française, et qui n'est pas à rougir en termes de qualité de réponse par rapport aux autres. Donc voilà un peu le parcours, je dirais, pour du vibe coding sérieux, et rien ne vous empêche de passer par, au démarrage si vous n'avez pas de connaissances, parce que c'est très bien aussi pour apprendre le code, donc par votre chat classique au départ, de voir comment il structure ça, quel stack il utilise, etc. Puis d'aller après le reprendre votre projet via un Lovable, un Bolt, etc. Et pour finir, quand vous serez un peu plus expérimenté, d'aller le continuer directement en local depuis votre IDE ou votre console. Voilà. Donc je vous propose qu'on passe de suite à la partie 2 et qu'on voit ces outils en commençant justement par les chats interpréteurs. On se retrouve sur, donc ici, ChatGPT, et on va voir donc ici comment ChatGPT va pouvoir nous coder très simplement, par exemple, cette petite application. Donc ici, on va aller voir un peu comment on va monter crescendo depuis nos interpréteurs IA, et on va aller ensuite sur du Lovable, du Bolt, pour voir comment lui va se débrouiller pour nous créer cette petite application. Alors, tout d'abord, on va venir sur notre petit chat GPT, et puis on va lui dire tu es expert en développement full stack. Alors, full stack, ça veut dire qu'il connaît un peu plusieurs stacks de développement, que ce soit ce qu'on appelle back-end ou front-end, c'est-à-dire faire du back-office avec des bases de données ou simplement du site web.
Hein, donc ça, c'est une petite phrase classique que j'aime lui donner. Comme ça le met en condition. Il sait qu'il va devoir coder quelque chose. Développe-moi un calendrier de l'Avent. Joli et interactif. Alors là, vous allez comprendre que je fais un petit post une petite demande très simple, succincte, hein, parce qu'on va voir après comment on pourrait améliorer ça. Et puis je lui lance ça. Donc, ChatGPT m'a créé ici mon projet. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il a déjà commencé lui-même, hein, sans lui avoir demandé, à faire un mini PRD. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il a vu ici qu'il a mis plusieurs parties. Le concept, donc une grille de 24 cases responsive, vous voyez, donc il l'a déjà adapté pour les mobiles, ça c'est pas mal. Déblocage par date, c'est-à-dire qu'on ne pourra peut-être pas débloquer ou voir ce qu'il y a derrière une carte si on n'est pas la date du jour. Une petite animation effet de surprise, contenu personnalisable, c'est-à-dire texte, image, lien, CTA, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre quelque chose, comme je vous disais tout à l'heure, à l'intérieur de chacune de nos cases. La stack utilisée, il va utiliser du HTML pour la structure, du CSS, donc le CSS c'est tout ce qui va concerner le design et la peinture quelque part de notre application. Et pour la logique, il va utiliser du JavaScript. Donc pour la logique de date, les interactions, etc. Ça, c'est très souvent la stack minimale qu'utilisent des IA. On va voir que tout à l'heure, dans le cadre de Bolt ou de Lovable, ils utilisent du React souvent, qui est notre stack, toujours basé, mais par contre sur ces trois éléments-là, basiques. Hein, parce que du moment où on lui demande de faire du web, pour ceux qui sont vraiment débutants, la stack de base, c'est HTML, CSS et JavaScript. Les fonctionnalités, il m'a mis que les fonctionnalités devront être une case bloquée avant la bonne date. Effectivement, si on n'est pas la date du jour, on ne pourra pas l'ouvrir. L'ouverture avec un clic animé, le contenu dynamique par jour et du responsive mobile desktop. C'est-à-dire que ça s'affiche convenablement sur les deux types de médias. Alors, puis on voit qu'il m'a sorti du code. Donc ici, il m'a fait tout le code de la partie HTML, donc avec le calendrier, etc. Alors là, on verra tout à l'heure ce que ça peut donner. Et ici, le CSS, donc pour, je pense, la génération des cartes. Et ici, toute la partie, je dirais, moteur, hein, qui va nous permettre en JavaScript de mettre des petites intentions dans chacune de nos cases en fonction d'une journée. Voilà, donc là, il me propose même des améliorations. Sauf que pour le moment, on va pas aller jusque-là. Hein, c'était juste pour voir. Vous voyez que là, sans un prompt trop élaboré, vraiment basique, il m'a fait de lui-même un mini PRD. Alors un PRD, là, il est très simple. Tout à l'heure, je lui ai demandé de me créer un PRD vraiment très détaillé, de manière à faire une application beaucoup plus fonctionnelle. Mais à ce stade, si je récupère ce code source et que je vais le créer dans mon éditeur de code, je pourrais faire fonctionner cette application. Je suis pratiquement sûr qu'il n'y aurait pas d'erreur parce que le HTML, CSS et le JavaScript, l'IA maîtrise très bien. D'accord ? Donc là, vous voyez qu'il me dit même si je veux aller plus loin, on peut mettre du React, du Next.js, hein, donc qui est notre stack JavaScript, un peu plus robuste. Faire une connexion back-end avec de l'API, c'est-à-dire d'aller peut-être se connecter une API qui va récupérer quelque chose, des dates, qui va récupérer un affichage spécifique, par exemple la météo dans chacune des cases. Une version no-code friendly, donc ça c'est parce qu'il veut peut-être que je fasse quelque chose en plus visuel, hein, et puis aller mettre par exemple du marketing, voilà, etc. Alors lui il va toujours un peu plus loin,
hein, parce que il veut que je puisse améliorer, et toutes les IA vont vous proposer d'améliorer toujours vos projets et d'aller plus loin. Alors, ici, c'est très bien. Par contre, ici, moi, mon projet, ce qui me gêne un peu, c'est que j'aurais aimé pouvoir le visualiser directement. Hein, et ici, je ne peux pas le visualiser ou directement dans ChatGPT. Ce que je vais prendre, c'est que je vais reprendre ma phrase ici de mon projet. Je vais copier. Et puis, on va aller voir ce que me propose, par exemple, Mistral. Voilà, donc Mistral, l'IA française. Donc ici, pareil, j'arrive dans une fenêtre de contexte chat, tout simplement, et puis je vais lui mettre exactement la même phrase. Ah, d'ailleurs, j'ai pas mis Claude, tiens, on testera dans Claude. Hop. C'est parti, je vais le laisser travailler. Vous voyez qu'il me propose ici directement, lui, un back-end en Node.js, etc. Il me fait déjà une architecture vraiment beaucoup plus complexe. Et il est parti coder. Donc il est en train de coder. Alors lui, on voit de suite qu'il est parti sur des trucs beaucoup plus élaborés en termes de stack. Et il me demande carrément d'initialiser le projet pour pouvoir le visualiser en local. Donc il suffirait que j'installe ici, j'initialise ce projet et je pourrais visualiser cet élément. Alors je vais lui dire oui de me générer un exemple visuel, oui. Génère moi un exemple visuel de manière à voir ce qu'il me propose. Et puis je vais vous charger Claude. Claude, très bien pour le code, Claude AI. Donc vous aurez vu un peu toutes les IA qui vont nous permettre de coder. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui coller la même phrase ici dans Claude. En Claude Sonnet 4.5. Voilà. Ça suffira. Vous avez tous les modèles ici. On va lui prendre du Sonnet. Alors, à la différence des autres, ce qu'on peut voir, c'est que Claude, lui, il a deux fenêtres. Une fenêtre de contexte, où on voit qu'il travaille, et une fenêtre, ici, de développement. Alors ça, c'est pas mal, parce que on commence à s'approcher un peu de ce que nous propose Bolt ou Lovable, où on a la fenêtre qui nous permet d'afficher, de voir ce qu'a codé l'application, et la fenêtre où on voit qu'il est en train de développer. Donc ça, déjà, c'est très intéressant. Et ce que je peux voir, c'est que là, Claude, lui, carrément, il m'affiche le petit élément. Boum, j'ai directement mon petit calendrier de l'Avent. Je vais revenir sur Mistral et peut voir que Mistral, lui, m'a fait une image du design. Par contre, je trouve que pour un petit calendrier de l'Avent, il est allé très loin. Et par contre, il est allé sur vraiment quelque chose de beaucoup plus robuste dès le départ. Alors c'est pas mal si je veux faire une application vraiment très robuste. Par contre, ici, si je veux me faire une petite application rien que pour moi, et puis tester directement ici ce que je peux avoir en visu, vous voyez qu'ici, Claude, il m'a fait un truc assez simple, assez sympa. On ira voir le code pour voir sur quoi il est parti. Ici, ce qu'il m'a fait, caractéristiques, donc design élégant, dégradé, animation fluide, des flocons de neige animés en arrière-plan, 24 cases numérotées du 1er au 24, des effets de surbrillance et animation sur vol, les cases futures sont verrouillées automatiquement, modal avec surprise personnalisée pour chaque jour, et il l'a fait responsive et adapté au mobile. Donc vous voyez que là, on a un seul prompt, en quelque sorte, j'ai réussi à faire ma petite application
pour mon calendrier de l'Avent. Vous voyez, les petites animations, ça clignote. C'est sympa. J'ai le petit cadeau après qui reste sur l'élément. Hein, et comme là, toutes les journées sont passées, là normalement je pourrais déverrouiller normalement, vous voyez, jusqu'au 24. C'est la veille de Noël, joyeuse fête, hein, parce que on a passé la date du 24. C'est sympa. Hein. On va aller regarder la partie code. Et là, on peut voir que lui, il est parti directement sur du React, hein, très souvent. Et aujourd'hui, c'est quand même ce qui est le plus robuste en termes de JavaScript, un stack. Donc, la majorité des IA aujourd'hui, sauf si vous lui dites, moi, je veux coder l'application en Python, la majorité des IA aujourd'hui vont vous coder du React. Mais c'est propre. Voilà. Là, de toute façon, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas d'éléments... Voilà, donc je pourrais directement utiliser, si je voudrais, ce petit calendrier d'avant. Comme je vous disais tout à l'heure, le petit avantage, par exemple, d'un Claude par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure dans ChatGPT, c'est que là, si je veux le publier, vous voyez, il y a un petit bouton publier. Je pourrais directement aller publier mon petit calendrier de l'Avent. Voilà, donc là, ici, si je fais publier, ça va me générer un petit lien. Voilà, Claude AI /public/artifact, etc. Et tout le monde pourra venir jouer avec mon petit calendrier de l'Avent. Donc là, il me suffit simplement de copier le lien et les gens pourront venir voilà, sur une autre vue, jouer avec mon petit calendrier de l'Avent. Il sera auto-généré. Hein, et là, vous partagez un projet très simplement. S'il n'y a pas besoin trop de sécurité ou d'identification, je dirais, de personnes, on peut venir jouer avec le petit calendrier de l'Avent directement. Alors là, il ne veut pas ouvrir. Ouais, là, il veut pas ouvrir les éléments parce que, vous voyez qu'il me dit le contenu est généré par les utilisateurs et non vérifié. Et donc là, il veut certainement pas parce que je suis... parce que je ne l'ai pas mis dans mon élément, dans mon compte. Donc il faudra que je leur donne. Éventuellement le code d'intégration. Ou alors je peux venir copier ce petit code ici et venir l'intégrer dans mon site, sur une page de mon site. Et je pourrais partager éventuellement ce petit jeu avec tout le monde. Voilà pour code. Alors on va aller voir ce que nous a pondu... de l'autre côté, notre ami Mistral, donc qui lui n'a pas de fenêtre de visualisation en direct comme Claude. Et lui, il faudrait que je vienne récupérer tout ce code source. Alors c'est quelques manipulations supplémentaires et quand on n'a pas l'habitude ou qu'on ne connaît pas, c'est un peu plus compliqué de suite. Hein. Donc il faudrait que je vienne créer ça dans une console, que je vienne l'installer sur mon ordinateur, etc., etc. C'est pas très compliqué, mais il suffit qu'on a mal copié ou qu'il y ait une petite erreur, et on va vite galérer, et on va se dire, ce truc ne marche pas. Alors, on va aller maintenant voir notre ami Google et les outils qui nous permettent de visualiser en direct un peu comme Bolt. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ici, si je vais sur Bolt New, par exemple, donc qui est une autre plateforme qui va nous permettre de générer de l'application, tout accompagné. Et là, vous allez voir que lui, il va me le créer directement. Donc là, je vais lui faire copier mon petit prompt. Et c'est pas ça que je voulais. Je vais reprendre le prompt que j'ai mis ChatGPT, voilà. Et je vais aller le mettre ici dans Bolt. Voilà, tu es expert en développement full stack. Alors lui, Bolt, normalement, de base, étant donné que c'est une plateforme que de codage, de base, je pourrais lui enlever ça, parce que normalement, il est déjà prompté comme expert. Donc je vais le laisser pour qu'on ait la même expérience
mais normalement, lui, il sait faire. Et là, je fais un build. Alors, il me dit que je ne suis pas dans le bon navigateur, c'est normal, parce que je suis dans un navigateur autre que Chrome ou Edge. Voilà, donc là, lui, pareil. Donc, on voit qu'il y a une petite fenêtre de contexte à gauche, où on le voit en train de créer le projet. Alors, npm install, qui permet de créer un projet React. Et il va partir certainement sur du React aussi. Et donc, il est en train d'initialiser les éléments. Alors là, je l'ai mis sur un agent spécifique Bolt. Donc, il est un peu moins performant que Claude ou que... L'agent a son importance dans les outils de développement. Je vous recommande d'utiliser Claude ou Gemini. Aujourd'hui, c'est quand même les plus performants sur le développement. Donc, il est en train de me créer les éléments. Et dans la fenêtre ici centrale, je vais pouvoir avoir ici mon visuel. Ici, je peux voir qu'il est en train de coder. Et vous voyez qu'il crée tous les fichiers lui-même. Il crée les dossiers et il est en train de développer. Voilà. Alors ça, j'adore le regarder faire. Imaginez le temps de gagner. Imaginez que tout ce temps-là, ça, même un développeur ne l'écrit pas comme ça à cette vitesse, même quelqu'un qui est expert avec des années d'expérience. Là, on est vraiment sûr du développement à part entière. Alors là, il me dit que par exemple, mon calendrier de l'Avent version 1, il me dit j'ai créé un magnifique calendrier de l'Avent interactif avec toutes les fonctionnalités demandées, un effet de neige, il m'a même mis un effet de neige. Et cette fois, Bolt, alors vous avez la possibilité de le voir ici directement dans le mini browser ici en preview. Ici, je peux voir le code. Ici, on verra ici éventuellement les bases de données. On n'a pas de base de données associée à notre projet. Donc ici, je peux cliquer n'importe où. Et que d'ailleurs là, hop, je passe sur une... alors pourquoi il me fait disparaître les images? C'est quand je passe dessus. Voilà, hop, il y a peut-être eu un petit bug. Voilà, hop, ici je clique. Inspiration, la générosité n'est pas dans le don d'argent. Je fais le 15, art hivernal, dessine ou pas un paysage. Alors vous voyez que là, il y a des petites erreurs. On voit que le texte n'est pas dans les étiquettes. On voit par contre ici c'est pas mal, il nous a mis une petite barre de progression jusqu'au 24. Alors il se peut que l'affichage se soit dû au fait de mon navigateur d'ailleurs. J'ai un petit effet d'affichage bizarre là. Voilà, donc là ce qu'on peut voir c'est que notre petit calendrier, donc là je vais demander de lui régler par exemple debug l'affichage des cartes qui semblent donc on va lui dire qu'il semble être défaillant et corrige. Voilà, donc là je suis déjà dans le débugage. C'est-à-dire que j'ai constaté que il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Donc debug, c'est quelque chose souvent que les IA comprennent très bien, surtout en développement. C'est le terme pour lui dire de corriger, de vérifier. Et là, il va revérifier tout le code et va regarder la logique et va regarder pourquoi il y a un problème avec l'affichage des cartes. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que à chaque fois que vous faites une demande, par contre, ça consomme des tokens. Donc, les tokens, c'est un peu cette monnaie IA qui fait que vous avez du crédit pour pouvoir développer avec l'IA. Ici, notamment sur Bolt, je vais être très vite bloqué si je commence à lui faire débugger de nombreuses fois mon application. Ce qu'on peut voir d'ailleurs ici, c'est qu'il me dit en bas, vous voyez, vous avez 95 000 daily tokens remaining.
Vous en avez 100 normalement par jour. Et donc ici, ça diminue à chaque fois que je lui fais développer quelque chose. Donc là, voilà. Donc là, c'est un peu moins disparate. Vous voyez, les cartes restent ouvertes. Par contre, j'ai toujours le texte qui sort de mes cartes. Donc là, je pourrais lui demander que le texte s'affiche en pop-up. Alors pareil, ça, une pop-up, il faut bien savoir lui demander ce qu'est une pop-up. Donc on va lui dire d'ajouter cette fonctionnalité-là. Et vous voyez que là, je discute avec mon IA. Sauf que les mots ne sont pas choisis au hasard. Pop-up, c'est quelque chose qu'il connaît comme petite fenêtre surgissante. Une modale. Ouais, d'ailleurs, vous voyez qu'ici, dans ce qu'il est en train de créer, il appelle ça content modal. Donc il est en train de créer la pop-up. Donc tous ces termes, je pourrais lui dire modal, c'est quelque chose qu'il comprendrait encore mieux que pop-up. Donc il va y avoir plein de terminologies comme ça, de développement, et qui sont associées surtout à du design, pour pouvoir bien faire comprendre ce qu'on veut à notre IA. Donc là, en l'occurrence, on va le faire démarrer. Et puis pendant qu'on fait ça, ce qu'on va faire, c'est que quand même, on va essayer de passer à l'étape supérieure. Et maintenant qu'on a vu un peu ce qu'on avait besoin pour notre application, on va pouvoir aller confectionner un PRD complet. Parce qu'on a vu ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, suite à ça, on va aller récupérer notre élément. Vous voyez qu'ici, déjà, on n'a plus d'effet de bug sur notre calendrier. Ici, je peux cliquer. J'ai la petite pop-up qui arrive avec un petit effet rebondi. C'est pas mal du tout. Et donc là, ça me plaît bien. Sauf que ça ne s'arrête plus. Et là, il faut que j'arrive à trouver le bouton et la croix pour le fermer. Voilà le genre de bug qu'il peut y avoir. Là, il faut que je clique au bon moment. On va laisser se calmer. Peut-être qu'elle va s'arrêter toute seule. Non. Vous voyez que ça, c'est un genre de bug. Merci. Je ne sais pas s'il faut que je clique sur merci. Voilà. Alors, je vais faire en sorte que je vais lui demander d'annuler le rebond. Alors, c'est pas grave, c'est déjà pas mal. C'est quand même quelque chose, vous voyez que par rapport à notre premier calendrier de l'Avent ici, de Claude, on a quand même beaucoup évolué. Et Bolt nous a fait un petit truc assez sympa. Alors, vous avez Lumi, qui permet de faire ça aussi. Et vous avez ici donc Lovable. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller demander à Bolt, mais en discussion cette fois. L'avantage de la discussion, c'est que on l'empêche de coder. On lui pose des questions, il nous répond, et du coup on consomme beaucoup moins de tokens et surtout il ne me modifie pas. D'ailleurs, ce qu'on peut voir ici, vous voyez que j'ai utilisé tous les tokens. You have used all your tokens. Donc vous voyez qu'avec Bolt, c'est parti en un clin d'œil. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que je vais aller récupérer tout ce qu'il m'a mis ici comme élément qu'il a modifié. Regardez. Voilà, tout ce qu'il a fait ici. Hop. Je vais aller mettre ça. Ici, je vais aller dans une conversation. Alors, je peux le faire avec Mistral, par exemple. Ou avec Claude. On va le faire avec Claude. Hop. Et je vais lui dire ici. Ajoute ces fonctionnalités. Et crée-moi un PRD. Alors, PRD, c'est un terme que les IA comprennent très bien. Complet et détaillé. Pour un
futur développement par IA. Ok. Donc les fonctionnalités, c'est celle-ci. Voilà ce que je voulais. Ce qui m'a fait en fait sur Bolt, c'est-à-dire la modale avec les pop-up, etc. Et je lui demande en plus, fais-moi un PRD. Comme ça, je vais récupérer ce PRD complet et on va aller le donner à Lovable. D'ailleurs, je vais lui dire de me le mettre dans un PDF. Voilà. Donc, j'envoie ça à Claude. Claude, maintenant, va adapter normalement ces nouvelles fonctionnalités. Il me modifie justement le premier jet de ce qu'on a fait pour notre projet. Et normalement, il devrait me générer un PRD complet, ce que je lui ai demandé, en PDF. Alors là, il fait de la modale, donc il est en train de récupérer et de faire en fait les messages qu'il va y avoir dans les fenêtres, dans les pop-up. On va voir si je vais avoir assez de tokens pour aller vous montrer et aller jusqu'au bout du projet. Et on va voir quel type de PRD il va nous générer. Côté de ça. Alors, il travaille, il est en train de coder encore la partie des modales. Voilà, je pense qu'il a terminé. Voilà, on peut voir qu'il m'a fait le PRD. Vous voyez, il m'a fait le PDF là. Alors, il est en train de tout récupérer. Alors, on va le laisser terminer. Alors, ce qu'on peut voir maintenant, c'est que le PRD en lui-même, vous voyez qu'ici, il est beaucoup plus complet. Il m'a mis un titre, il a mis des versions. Alors, il me l'a fait en HTML. C'est pas grave du tout. Alors, je vais l'afficher plutôt en visuel. Hop. On va pouvoir le récupérer comme ça. Il me donne les sections, la description, mais vous voyez qu'ici, il m'a fait un plan avec la vue d'ensemble du projet, les objectifs et métriques de succès, le user stories, les fonctionnalités détaillées, les spécifications techniques, l'architecture et la conception, et tout ça, vous voyez, l'évolution future, le déploiement et la maintenance, il a été très complet dans le PRD. Donc là, on n'est plus dans les 4 fonctionnalités de tout à l'heure que nous a mis ChatGPT ou même Bolt. Donc là, vous voyez qu'il a déjà donné les directives pour l'adaptation multi-device. Il a donné les spécifications techniques, quel framework utiliser. Donc du React, le style Tailwind CSS, donc ça parlera aux experts. Les icônes, donc c'est une bibliothèque pour afficher des icônes. Et le moteur JavaScript qu'il va utiliser. Donc tout ça, voilà, il a terminé. Donc je me retrouve avec un document complet de mon PRD. Voilà, donc qu'est-ce que va faire cette application et comment je vais pouvoir l'utiliser. Vous voyez que ça, c'est un vrai PRD complet. Et ça, c'est vraiment un élément important pour pouvoir démarrer même un petit projet, parce que là vous avez tout, tout est détaillé. Alors bien sûr, je vous invite à le relire et à le modifier si véritablement il y a des choses que vous ne désirez pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enregistrer. Donc ce que je vais faire hop,
comme si je voulais le récupérer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur maintenant Lovable. Et on va lui demander à Lovable, à partir de ce PRD, créer mon application de calendrier de l'Avent en suivant ce PRD. Ce PRD, je vais venir lui donner ici via le add file. Je vais aller lui chercher mon PRD ici. Download. C'est bizarre parce que je l'avais mis en texte. Bon, je vais le mettre comme ça. Voilà. Et je lui transmets. Alors là, Lovable, vous voyez qu'il fonctionne comme Bolt. Donc on a une petite fenêtre de contexte sur la gauche. Et il est en train de coder. Donc là, il est en train de lire notre PRD. Je vais créer un magnifique calendrier de l'Avent interactif basé sur les spécifications du PRD. Design inspiré, calendrier de l'Avent luxueux avec un thème hivernal Noël magique. Voilà, il est en train de regarder les fonctionnalités. Et puis là, il est en train d'appliquer. Et directement, il est parti coder. Il est parti déjà en train de coder toutes les features, les éléments de notre calendrier de l'Avent. Alors là, il me fait une palette, dégradé bleu nuit profond, violet avec accent doré, rouge festif et vert émeraude, flocon blanc nacré. Donc il va me faire des petits flocons de neige. Donc là, vous voyez qu'on est passé des chats, donc comme Claude, ChatGPT, Mistral, où déjà, on peut avoir un premier projet qui est partageable et on a basculé sur des outils un peu plus avancés où là, ils vont non seulement coder, mais on va voir qu'avec Bolt ou avec Lovable ou avec Firebase Studio, on va pouvoir y adjoindre de l'authentification, de la base de données, du back-end et vraiment aller faire éventuellement des applications complètes via ces outils-là. Attention, toujours pareil, c'est très gourmand en token. Donc sachez que sur les comptes gratuits, vous serez vite limité. Là, je ne sais pas si on va pouvoir aller d'ailleurs jusqu'au bout du projet. On va le laisser finir. Mais avec les comptes gratuits, on est très vite limité. Pendant ce temps, on va le laisser travailler et je vais vous montrer donc ici AI Studio. AI Studio ou Google AI Studio, c'est quoi? C'est la palette AI Studio qui permet de retrouver plusieurs éléments. Vous allez pouvoir ici avoir directement la partie chat, ou ici vous allez pouvoir chatter directement avec Gemini. Donc ici, vous pouvez lui demander de créer un élément ici, puis surtout vous allez pouvoir jouer avec les modèles, la température, etc. C'est le Gemini un peu plus pro de Google. Et donc, il connaît Nano Banana, etc. Et puis, vous allez avoir la partie build. La partie build, alors, elle est hyper sympa. Parce que ici, vous allez pouvoir directement intégrer dans vos développements ici les outils de Google. C'est-à-dire que je pourrais faire une app ici qui utilise directement Nano Banana. Donc Nano Banana, je répète, ceux qui n'ont pas entendu parler, le générateur d'images. Ici, j'ai entendu le petit bruit, je crois que Lovable a terminé. Ici, créer une conversation vocale, un voice app avec Gemini. Animer des images avec VO, faire de la vidéo. Le use, ici, je peux utiliser le Google Search Data. Et je vous montrerai un peu comment on va pouvoir créer de l'intelligence sur des projets que j'ai créés directement ici dans Google AI Studio. Qui pour moi aujourd'hui est l'un des meilleurs, surtout parce qu'on est très peu bloqué. On a une grande largesse via Google de tokens et donc vous pouvez créer des projets entiers avec votre élément. Alors là,
Lovable a fini mon petit calendrier de l'Avent. Et qu'ici, il me fait mon petit, j'ai ma petite pop-up. Hein, il a repris vraiment la petite pensée du jour. Et le petit élément de tout à l'heure, sauf que là, ça bug pas. Je peux ouvrir, j'ai un petit effet très sympa de surbrillance. Voilà, bah c'est canon, hein, c'est canon. Voilà, puis à chaque fois, la petite phrase, le petit message dans la pop-up. Voilà, c'est vraiment super. Il a respecté le code, il a respecté la charte graphique. Hein, vous voyez, il m'a mis même des petits éléments contextuels ici pour voir si c'est à ouvrir ou ouvert. Une petite légende. J'aime beaucoup les petits flocons qui tombent, la neige derrière, le petit rappel et la guideline ici sur le nombre de cases ouvertes. C'est très sympa, très sympa. Et vous voyez que là, on a fait un petit projet qui a quand même de la gueule, quoi. On a fait un petit projet qui est sympa. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais comment je fais si je veux le partager à mes contacts? Voilà, ici, via Lovable, hein, vous allez pouvoir interagir ici avec l'outil. Alors là, je ne vous ai pas montré, mais là, on peut aller dans le cloud. Là, on peut rejouer le design et sélectionner des éléments pour changer le thème. Là, je peux voir tout le code source qui a été généré. Et ici, j'ai même ici de l'analytique pour avoir des métriques d'utilisation de mon application. C'est hyper complet. Et ici, je vais pouvoir partager, publier mon projet et le partager avec les gens. Donc là, je peux l'appeler calendrier de l'Avent. Alors l'Avent, je vais mettre comme ça, de l'Avent. Voilà, calendrier de l'Avent.lovable.app. Alors le lovable.app, là je ne peux pas l'enlever parce que j'ai pas mis de custom domaine, mais vous pouvez très bien utiliser un custom domaine sur les forfaits payants et mettre votre propre nom de domaine à la suite de vos générations d'applications. Et voilà, et puis je pourrais mettre après sauver et publish. Hein, publier mon application. Et donc là, si je le publie, avec cette URL là que je pourrais partager via les réseaux sociaux, via tout le monde va pouvoir, maintenant vous voyez que mon application est live, j'ai même le compteur de visiteurs, tout le monde va pouvoir aller voir mon application. Là je peux la taper ici et j'ai mon petit calendrier de l'Avent qui s'affiche, hein, c'est sympa, boum. On est le 17, c'est fermé, et là n'importe qui peut utiliser mon calendrier simplement avec l'URL qui est ici. Très 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 sympa, très sympa. Alors là on voit qu'on a fait notre petite application, et puis que à chaque fois que je vais pouvoir, même si elle est publiée, je vais pouvoir interagir avec mon application. Je vais pouvoir demander à l'IA de lui faire des modifications. Ajouter par exemple un effet sonore, tiens ça peut être sympa ça, ajouter un effet sonore dès que j'ouvre une carte, etc. Et venir lui parler ou débugger mon application. Alors Lovable est très bien conçu, c'est assez clair, vous voyez qu'ici je peux sélectionner un visual edit et lui dire tiens modifie cet élément là, c'est ce qui manque sur certains développeurs IA. Parce que quand vous lui demandez de modifier un truc en détail, par exemple, il modifie tout ce qu'il fallait pas modifier, quoi. Et difficile de revenir en arrière. Alors que là, on peut aller lui dire, tu modifies que le texte ici, simplement, en cliquant sur cet élément design. Donc ça, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Avec le Visual Edit. Je crois que Bolt ne l'a pas, le Visual Edit. Derrière cet élément-là, on va pouvoir aller plus loin. C'est-à-dire que ici, on va pouvoir dire ok, là je le publie à mes contacts, mais j'aimerais que les gens puissent s'enregistrer et que les gens puissent interagir et que je sache qui s'est enregistré à cette application. Par là, vous vous doutez bien qu'on va aller un peu plus loin dans le développement. Qu'est-ce qu'il va nous falloir là? Il va nous falloir une base de données.
Et cette base de données, ça ne peut pas se faire dans Lovable directement. Ça va pouvoir se faire via une base de données externe et qui va pouvoir venir connecter ici des champs dans une table, comme un fichier Excel, pour pouvoir créer notre base de données. Donc ici, Lovable, de base, vous propose Supabase. Donc Supabase qui permet de créer des bases de données en externe. Et on va pouvoir lui dire, connecte-moi à Supabase, de manière à ce que je puisse enregistrer les utilisateurs avec un email, par exemple. Et donc, les gens devraient se connecter pour pouvoir utiliser votre calendrier de l'Avent. Donc là, par exemple, je pourrais très bien dire, oui, mais les gens arrivent sur une pop-up d'inscription et se connectent donnent leur mail, de manière à capter les emails et les ajouter ici dans Supabase. Ça peut être faisable. Alors, j'ai pas montré non plus ce bouton ici, Share, qui permet de travailler à plusieurs sur un projet. On peut très bien inviter un collaborateur à venir travailler aussi sur un projet. Donc là, attention par contre à ce qu'on fait. Mais justement, si on parle développement, on est obligé, forcé de parler de versionning. Le versionning, c'est quoi ? Ça va être de pouvoir à un instant T sauvegarder mon projet ailleurs que dans Lovable. Parce que si je clôture mon compte, dans Lovable, je perds tout. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire ? Quand on veut travailler sur un projet et se faire des sauvegardes récurrentes, ou je dirais en fonction d'une phase de développement, comme on fait sur du développement classique, d'ailleurs ça se passe comme ça, on fait du versionning. On va pouvoir ici lui connecter ici notre petit bouton ici GitHub. Alors GitHub, c'est quoi ? C'est un outil, une plateforme qui est en ligne, qui permet de faire du stockage de données, mais surtout du stockage de code et du stockage de sauvegarde de votre code. C'est très 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 utilisé par les développeurs et ça permet surtout de faire du versionning. Donc là, je pourrais très bien connecter mon GitHub à ce projet de manière à ce que, vous voyez qu'ici, il me propose directement de venir le connecter. Voilà, je vais le connecter. Mon compte, c'est celui-là. Hop. Je vais lui dire de transférer une sauvegarde dans mon GitHub. Et vous voyez qu'il a créé ici, j'ai une petite pop-up en bas. Je ne sais pas si vous la voyez. Et sinon, il est venu créer ce qu'on appelle dans GitHub un repo. Un repository, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement un dossier où il est venu sauvegarder. Donc, il s'appelle comme ça, mon repository. Il s'est venu le sauvegarder. Il s'appelle calendrier de l'Avent.git. D'avoir une sauvegarde, du coup, je suis un peu plus sécure parce que je me dis, c'est sympa. Si je fais des bêtises, je pourrais toujours revenir en arrière. Parce que là, maintenant, il est interconnecté directement à la sauvegarde de mon projet. Et on va voir que ça va avoir un autre avantage derrière, c'est qu'on va pouvoir héberger aussi notre application pour la rendre visible via une autre URL qu'on verra tout à l'heure, directement grâce à ce repository GitHub. Donc là, j'ai rien d'autre à faire. Maintenant, à chaque fois que je vais développer une nouvelle feature, une nouvelle fonctionnalité, ces éléments-là vont pouvoir être directement sauvegardés sur mon GitHub parce que c'est sauvegardé automatiquement. Alors, ce qu'on va faire ici, du coup, on va continuer sur Lovable et puis on va lui dire ajoute une pop-up en introduction de chargement avec un champ email. Abonnez-vous à notre cadeau newsletter de Noël. Et là, qu'est-ce que je vais lui dire ? Alors là, je ne vais pas venir connecter une base de données. Le but, c'est pas qu'on fasse une application full stack. Je vais lui dire tous les emails collectés seront
enregistrer, je vais lui dire en local, dans un fichier. Et là, on va lui dire dans un fichier soit CSV, soit XML. Alors là, vous voyez encore, c'est de la technique. Je pourrais lui dire même un fichier TXT, tout simplement. Un fichier .txt. Et à chaque fois, de toute façon, que quelqu'un va s'enregistrer, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me développer de toute façon la fonctionnalité qui permet de faire ça. Alors, je ne sais pas s'il me reste assez de crédits. Il me reste que 3 crédits, on va le tenter quand même. Sinon, je le retenterai dans Firebase Studio, comme ça vous le verrez. Hop. Allez, c'est parti. Je ne sais pas s'il me restera assez de crédits pour développer cette fonctionnalité-là sur Lovable. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être quand même le lancer dans Firebase Studio. J'ai peur qu'il utilise trop de crédits pour me faire ça. Et qu'on puisse aller jusqu'à la fin. Alors, en attendant qu'il travaille, je vais vous présenter Firebase Studio. Encore un outil de Google et qui, outre le AI Studio que je vous ai montré juste avant, permet de créer aussi, comme Lovable, une application de toutes pièces. Donc là, il suffit de créer un compte, de se loguer, vous allez voir que ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à Lovable. Et puis là, je vais pouvoir venir lui dire, ici, comme j'ai fait tout à l'heure, crée mon... Alors, 2 choix, attention. Ici, vous allez pouvoir lui dire, avec un prompt, de créer quelque chose. Ou simplement, je pourrais très bien, étant donné que j'ai fait un repository de mon GitHub, je vais pouvoir lui dire directement, attends, il y a déjà quelque chose qui est développé. Donc, récupère ce repository et récupère ce code source. Ça va être beaucoup plus simple. Alors, je vais voir si Lovable a terminé quand même. Il me reste 2 crédits. Il n'a pas trop consommé. Vous voyez qu'ici, il a mis la pop-up d'entrée. Je vais mettre mon email. Voilà. Et je fais s'abonner au cadeau. Boum. Merci pour votre inscription. Vous recevrez nos cadeaux de Noël par email. C'est cool, c'est sympa. Par contre, ce que je voudrais voir, c'est est-ce que vraiment il m'a créé le fichier, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer les emails, quand même. Donc, on va aller voir dans le code source s'il m'a créé un fichier TXT où il récupère les emails. Alors, on va voir s'il a fait ça. Il a dû mettre ça dans... Donc, quoi il aurait mis ça? Hop, hop. Je vais carrément lui demander, si je trouve pas. Ici, je vais mettre en mode chat. Ou dans quel fichier sauvegardes-tu? Vous voyez que je lui parle normalement. Les emails. Sauvegarde, j'ai écrit n'importe quoi. Donc il est dans newsletter pop-up TSX. Alors, donc il me l'a mis, donc, oui, DevTools F12, onglet application, local storage, et dans Advanced Newsletter Email. Ok. Donc voilà, il me dit que là, d'ailleurs, il me précise, donc si je voulais vraiment sauvegarder les emails de manière centralisée de tous les visiteurs, il faudrait une base de données, Supabase,
et il me propose de le faire. Donc là, il me dit simplement qu'il ne peut pas l'enregistrer directement sur un fichier, qu'il a créé il a créé quand même la fonction, mais c'est quelque chose qui s'enregistre dans le navigateur, dans le local storage du navigateur. Mais par contre, moi en tant qu'administrateur, si je voudrais avoir cette liste en bonne et due forme, il faut que je lui associe obligatoirement ici une base de données. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller connecter maintenant Firebase. On va connecter notre repo pour voir ce que lui va pouvoir me proposer. Alors, je vais récupérer l'URL de mon repo. Ici, hop, je vais sur Lovable. Je prends... c'est pas ça que je voulais faire. Configure. Voilà, je vais prendre ici cette URL là, l'URL de mon repo, et je vais lui dire ici de venir se connecter à ce repository là. Voilà, avant Git, ouais, le workspace ça s'appellera comme ça, calendrier de l'avant. Voilà. Et je vais... Alors, je sais pas s'il veut... Il y a peut-être une erreur avec mon truc, là. Voilà. Calendrier. Avant. Et j'importe. Donc là, il va aller se connecter à mon repository. Donc là, c'est pour vous montrer que en fait, j'aurais pu partir depuis mon PRD simplement. Le PRD, c'est ma base. Mais là, j'en ai pas besoin parce qu'effectivement, j'ai déjà continué mon projet et commencé mon projet avec Lovable. Mais sauf que Lovable, j'ai plus de crédit, donc je vais continuer mon projet avec Firebase. Ça peut être une méthode quand vous avez des très longs projets et que vous voulez travailler plus à l'aise et plus gratuitement, surtout avec un outil. Sauf que là, on se ressemble plus à quelque chose. On ressemble plus à quelque chose de comme un IDE. Un IDE, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui permet de faire du code. Alors, hop, il faut que je me connecte, excusez-moi. Voilà. Donc, il veut que je m'authentifie. Donc, je vais aller m'authentifier. Mais jamais trop prudent. Voilà. Surtout quand vous avez du code et des éléments sur lequel, comment dire, sur lequel vous êtes ouais, mais c'est bon, je me suis authentifié. Qu'est-ce qu'il me dit maintenant? Donc attendez, parce que j'ai dû avoir un code. Il faut que j'aille lui mettre. Donc je lui donne pas ça. Où est mon code? Non, l'app. Ah oui, il est là, pardon. BD7C 4DD9. Alors, je vais voir si je peux le copier. BD7C 4DD9. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, on est obligé de montrer patte blanche, parce qu'en fait, là, je reconnecte GitHub à un autre outil. Et donc, on est obligé de montrer patte blanche. Donc là, il est en train de... Ici, on lui demande là plus tard. Et on peut voir qu'ici, il a chargé déjà tout le projet. Donc, en fait, ce qu'il a récupéré ici, c'est tout le projet ici de mon calendrier de l'avant. Et donc, c'est tout ce qui se trouvait
hein, sur mon élément, hein, et ma sauvegarde que j'ai faite depuis Lovable. Donc ici, je suis sur l'explorateur de fichiers. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup de fichiers. Hein, mais en fait, tout mon projet est là. Gemini fonctionne aussi avec une vue projet qui va pouvoir vous lancer. Ici, ce qu'il fait, c'est qu'il a... ici, il s'est connecté au projet. Vous voyez que je peux le voir ici dans le terminal. Le terminal, c'est un peu l'élément qui va vous permettre de vérifier que tout se passe bien. Et vous allez avoir des éléments et des messages aussi, d'ici. Hein, et donc ici, tout va se connecter. Et donc là, je peux voir ici tout mon projet. Donc là, maintenant, je vais lui dire de lancer la vue browser pour que je vous montre que ici, je peux interagir avec mon projet et continuer. Sauf que cette fois, je suis avec Gemini et non plus avec Lovable qui est développé sur du cloud. Hein. Donc voilà, donc là, il me demande de faire certaines choses. Donc vous voyez que là, contrairement tout à l'heure à Lovable, il me demande à chaque fois de valider ce qu'il me demande de faire. Voilà, c'est normal, il est en train d'installer les dépendances sur le projet. Il est en train de démarrer le projet. Et donc normalement, ici, je peux aller voir le projet dans quelques secondes. Il m'a fait une URL temporaire. Hop, qui est ici. Hein, vous voyez, si je lance le localhost ici. Alors, il est en train de le lancer. Ça, je peux le détacher. Et vous voyez qu'ici, je retrouve mon projet. Hein, on peut le voir par l'URL que je suis bien dans une adresse Firebase calendrier de l'Avent. Donc maintenant, il est initialisé. Rien ne m'empêche de continuer de développer ici mon projet avec Gemini, parce que de toute façon, toute la documentation, il la connaît. Il a déjà scanné tout mon projet et il est capable ici d'interpréter et de savoir qu'est-ce que fait cette application. Donc là, je pourrais lui demander développe une sauvegarde des emails sur un fichier. On va voir si lui il me le fait. TXT. On va voir si il est capable de me le faire. Et est-ce que peut-être Gemini va me proposer peut-être une autre solution par rapport à l'enregistrement des emails dans ma pop-up. Alors, pendant qu'il fait ça, toujours pareil, on va le laisser travailler. Et puis, je vais vous montrer le CLI. Le CLI, c'est quoi? C'est une façon de coder, toujours pareil, avec de l'IA, en mode vraiment terminal. Alors là, on est vraiment sur le mode expert. Pourquoi? Parce que vous n'avez plus cet environnement-là. Vous codez à l'aveugle si vous ne lancez pas un serveur local pour visualiser votre projet. Un peu comme m'a fait ici Firebase. Et le CLI, ici, c'est quoi? C'est ça. Donc je suis sur une vue carrément de mon navigateur. Ici, il faut que vous travaillez en local. Donc j'ai rentré ici un de mes dossiers où j'avais un projet. S'appelle notre serveur. J'aurais pu rentrer mon projet d'ailleurs, j'aurais pu sauvegarder, télécharger mon projet calendrier de l'Avent. Et ici vous lancez, alors ici j'ai installé moi le CLI de Mistral qui est tout nouveau pour le tester. Mais il faut savoir que Gemini a un CLI, que Claude a un CLI, que ChatGPT a du CLI. Donc vous pouvez travailler comme ça si vous êtes expert en CLI avec l'IA que vous voulez. Moi ici, c'est tout nouveau. Je voulais tester la CLI de Mistral Vibe. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? Vous voyez que j'ai une petite fenêtre de contexte noire. Je suis dans mon projet. Et là, je discute avec mon IA. Donc là, je peux lui dire, explique-moi la nature de ce projet. Par exemple, là, je suis rentré dans le dossier.
Je ne sais pas trop en quoi concerne le dossier de ce projet. J'avais pas de fichier d'identification ou de PRD. Hein, c'est vraiment un petit projet de serveur. Ah là, ce qu'il va faire, Mistral va analyser mes documents. Il n'y a pas beaucoup de fichiers, ça devrait aller assez vite. Et il va venir me décrire en quelque sorte ce qu'il a vu et en quoi concerne ces projets. Voilà, il me dit que ce projet est un serveur Node.js simple avec une structure de base pour un site web. Voici une description de sa nature. Donc il m'explique un peu la structure du projet, ce que font les fichiers principaux, dans quel dossier ici se trouvent des éléments publics accessibles pour le serveur. Donc en fait c'est un mini serveur interne. Voilà, il me dit que c'est un serveur web simple. Le projet semble être un serveur web basé construit avec Node.js, probablement utilisant des modules comme HTTP ou Express. Front-end basique, fonctionnalité de paiement, la présence de l'image PayPal JPG indique que le projet pourrait inclure une fonctionnalité de paiement, bon, qu'il n'y a pas. Voilà, puis il me demande plus de détails, s'il veut examiner le contenu des fichiers, etc. Donc là, vous voyez que là, on est vraiment sur du terminal. Ici, vous avez un petit menu où vous allez pouvoir changer, configurer en faisant slash certains éléments, choisir le modèle, choisir le thème, choisir certains éléments de votre CLI. Alors il y a beaucoup moins de fonctionnalités pour le moment, mais je pense que ça va évoluer. Par exemple, il n'y a pas les MCP que sur Gemini ou sur Claude, mais ça permet déjà de développer en local avec l'IA en se connectant directement à notre projet. On a un total de 200 000 tokens utilisables. Vous voyez qu'ici, le peu que je lui ai demandé, je suis déjà à 2% de consommé. Donc on est un peu plus limité. Voilà. D'ailleurs, oui, j'ai vu MCP là-haut. Comment on connecte les MCP ? Je ne sais pas si on peut connecter les MCP. Alors les MCP, c'est ces petits plugins que l'on peut aller connecter pour créer des fonctionnalités supplémentaires. Parce que je vois MCP 0 ici, 3 modèles, 0 MCP. Je crois qu'on n'a pas encore, parce qu'on est sur du DevStral 2, hein, c'est pas le code Astral, c'est DevStral 2. Je crois qu'il y a un peu moins à voir. Je sais plus si c'est code Astral code Astral est plus ancien normalement. Bon voilà, donc là on pourrait carrément demander à notre IA, je vais lui dire, tiens, développe-moi un mini site en ligne de calendrier de l'Avent. Et je vais dire de lancer le serveur pour visualiser. Et on va voir s'il va pouvoir le lancer parce que c'est un vieux projet ça. Voilà, donc là je vais le laisser travailler puis je vais revenir sur mon Firebase et voir qu'est-ce qu'il était en train de me faire. Donc là je lui avais demandé de me faire mon petit fichier, rappelez-vous, et il me dit que pour mettre en place la sauvegarde des emails, je vais devoir créer un nouveau fichier subscriber.txt qui stockera les adresses email que vous récolterez. Ensuite, je modifierai le composant newsletter pop-up TSX, donc ça c'est le fichier de la newsletter, pour qu'il puisse enregistrer directement les emails dans ce nouveau fichier. Vous voyez que lui, apparemment, il peut me le faire. Je fais create file, parce que là, il a besoin que je lui donne l'autorisation pour créer ce fichier. Et apparemment, c'est là-dedans qu'il va pouvoir me garder au chaud mes petits emails. Donc vous voyez que de l'une à l'autre, quelquefois l'un va vous demander de suite ouais je peux pas le faire, il faudrait de suite que tu me connectes un back-end ou une base de données en ligne. Et lui simplement pour une liste d'emails, je lui ai dit fais-moi un petit fichier TXT. Quelquefois il faut savoir les contourner et leur demander différemment et lui il arrive à me le faire.
Voilà, donc il me dit qu'il a fait, il a modifié. Puis j'ai créé un serveur pour gérer l'enregistrement. Vous voyez qu'en fait, cette petite particularité propre à Gemini, ça j'aime bien. Par ça, tout à l'heure, il me l'a pas proposé dans Lovable. Et là, lui, il m'a proposé la solution qui permettait de faire ce que je voulais. Donc ça, c'est cool. Voilà, je lui ai dit créer les fichiers, c'est normal qu'il me demande. Parce que à cet instant T, à chaque fois, vous voyez qu'il me crée des petits fichiers là. Et donc j'ai besoin de savoir qu'est-ce qu'il fait et c'est moi qui lui donne le go pour le faire. Voilà, donc il me dit, alors quelquefois il déconne, quelquefois il part en anglais, en franglais, il met des mots, des phrases en anglais et en français. Ça, pourtant je lui ai dit au départ de me parler en français, mais bon. Voilà, donc il a démarré le serveur, donc on va lui dire démarre le serveur. Donc il a fait un petit serveur JS là, un peu comme le dossier qu'a tout à l'heure Vibe. Et puis on va pouvoir peut-être le tester. L'erreur, alors là il voit qu'il y a une erreur, donc il se débug. Vous voyez que là j'aime bien parce qu'il se débug automatiquement. Le serveur lui a renvoyé une erreur. Et donc c'est lui qui relance et qui corrige la syntaxe. Toute seule. Donc je lis quand même ce qu'il me dit. Hein. Voilà. Donc là en fait il me lance 2 serveurs. J'en ai un pour le site et j'en ai un pour la génération des emails. Et puis ensuite on va aller voir comment connecter ce site. Justement, je vous ai parlé d'un hébergeur où l'on pouvait connecter directement via notre projet GitHub. On va aller voir comment connecter. Alors là, il m'a mis le serveur s'est lancé. Puis on va aller voir comment est-ce que ça enregistre. Alors, je vais aller retourner ici. Ça a relancé mon application. Ici, je vais mettre Dupont .fr, voilà, je suis un nouveau client, je m'abonne au cadeau. Ah, ça marche pas, impossible de s'inscrire pour le moment. Alors, on va peut-être rafraîchir ici. Voilà, peut-être que j'avais pas rafraîchi le serveur. Alors là il veut pas. Donc là par exemple il y a un bug dans son code ici. Alors je vais voir s'il m'a pas changé le serveur pour celui-là. Non, ça c'est pour le serveur d'enregistrement. Alors peut-être qu'il s'est un peu avancé un peu trop vite justement. Hein. Parce qu'il a lancé le serveur. Je vais dire les emails ne pas s'enregistrer. Erreur. Donc il va regarder pourquoi ça marche pas. Et puis l'idée c'est qu'il se débug lui-même. Alors je vais aller retourner sur mon Vibe et on va voir ce qu'il m'a fait. Pour développer un mini site calendrier de l'avant et lancer le serveur, je vais suivre ces étapes. Donc il va me créer la structure du projet, développer le calendrier de l'avant avec HTML, CSS, JavaScript, configurer le serveur, servir le site, lancer le serveur, vous avez ce résultat. Alors lui il est en train de travailler. Là il me demande de lui valider, donc je vais lui dire oui tout le temps. Hein, comme ça on va le laisser travailler. Et là il peut commencer à travailler. Donc en fait il attendait simplement que je lui donne le go pour pouvoir travailler. Voilà, donc je vais revenir sur Firebase. Est-ce qu'il m'a débugué? Voilà, il me dit que pour corriger ça, je vais modifier le port du serveur. Nanana. Ok. Alors vous voyez que là, il analyse lui-même du moment où vous lui dites de corriger. Ou de débugger, lui, vous lui demandez simplement de lancer par exemple des tests
unitaire, bah, lui il va aller débugger, hein, il va aller regarder un peu toute la structure qu'il a faite et il va aller voir et puis il va tenter d'autres choses. Alors quelquefois il tourne en rond parce que bah, c'est quand même un peu plus coriace comme problématique et quelquefois il a du mal et c'est à nous de l'aider dans ce cas-là. Et c'est là où de la connaissance bah, peuvent aider parce que on a besoin de l'aider à débugger. Alors là il m'a relancé un autre serveur sur le localhost 3002, donc je vais relancer ici. Hop, revenir sur mon appli. Là j'étais sur Lovable. Ok, je reviens sur celle-là. Elle me l'a fermé. Ça c'était la 3001. Je reviens pour voir en fait l'adresse du serveur qui m'avait créé au début. C'était ça, localhost. Voilà, donc ouais, vous voyez, donc là il a encore son erreur. Hein. Donc là il n'arrive pas à récupérer. Donc je pense que le petit coco il s'est un peu avancé sur sa solution de me faire enregistrer. L'IA est souvent très optimiste, hein, même s'il sait qu'il va faire des erreurs. L'IA est souvent très optimiste. Bon, on va passer là-dessus pour le moment. On va revenir sur Vibe et on va voir où il en est. Donc lui, il m'a créé ici tout un tas d'éléments et normalement, ben, il a configuré les dossiers, les serveurs, etc. Hein, et donc là, lui, il développe directement en local. C'est-à-dire que ce projet-là, il est directement dans mon dossier ici qui s'appelle Node Server. Et donc là, il est en train de développer directement en local. Donc je suis sur mon ordinateur. Et les dossiers sont en local sur mon ordinateur. Donc là, on est vraiment sur du développement local. Donc il me dit qu'il a fini, qu'il va lancer le serveur Node.js pour visualiser le calendrier de l'Avent. Donc lui aussi est en train de me lancer un petit serveur. J'espère que ça va pas tout faire bugger. Je vais lui dire d'arrêter lui. Je vais lui fermer les serveurs là. Parce que sinon ça risque de tout faire bugger. X serveur. Surtout qu'ils appellent à chaque fois le même. On viendra débugger ça plus tard. Alors, vous voyez qu'ici, je suis à 5% sur les 204 tokens. Et là, on n'a pas développé beaucoup. Donc, je crois qu'avec Mistral, le quota va être vite épuisé. Là, on n'a pas développé beaucoup. Il semble que le serveur, voilà, vous voyez, il me trouve déjà une erreur. Donc il essaye de relancer le serveur. Il a vu qu'il y avait une erreur quelque part. Il semble qu'il ne se lance pas correctement, donc ça c'est bien. Il le voit. Mais j'aimerais bien quand même qu'il nous le lance. Ouais, alors là, il a dû avoir un problème de port.
de l'autre côté, il m'a lancé X serveur Firebase. Et donc, il faut savoir que généralement, sur des serveurs locaux comme ça, ils utilisent souvent le même port, le port 3000. Et donc, comme j'avais déjà le port 3000 de prix de l'autre côté, c'est pour ça que je les ai coupés. Il rencontre des problèmes. Mais là, apparemment, il me dit que le port 3000, c'est bon. Donc, il devrait, d'un instant à l'autre, nous le lancer. Voilà, on aura fait le tour quand même donc des différents outils de développement en vibe coding. Donc, à vous de choisir le bon. Là, moi, j'ai switché un peu pour vous montrer tout ce qui peut exister et ce sur quoi vous pouvez aller. Sachant que, moi, je dirais que pour des petits projets en interne, sans trop de technique derrière, vous pouvez très bien vous faire ça avec Claude ou avec Gemini. Gemini est très bien parce que vous êtes beaucoup moins limité. Là, on est sur Claude, mais Gemini est très bien. On est beaucoup moins limité par les tokens. Voilà, avec Gemini iStudio, c'est Gemini. Et là, vous pouvez faire des trucs vraiment sympas. Je sais pas, par exemple, là ici, ici j'avais fait un petit truc pour utiliser Nano Banana. Vous voyez que vous avez une vision aussi de l'outil, du code assistant. Et ici, on peut faire des petites miniatures, vous voyez directement, c'est un petit outil que j'ai fait voilà, en interne. Là, on peut ajouter une image. Qu'est-ce que j'avais comme image tellement d'images. Ça. Voilà, on pourrait prendre, je sais pas moi, j'avais pris un avion. Et un avion dans récent, je crois que j'ai pris un truc en capture. Voilà, par exemple ça, et puis voilà, je vais lui dire, tiens. On va lui dire de... Là, vous voyez que j'ai quelques petits contextes rapides. J'ajoute du texte, oh my god, en rouge vif et en gras, par exemple. Je vais le lancer. Générer la miniature. Bon, c'est un petit outil qui a été codé directement et qui permet de reprendre directement Nano Banana. Voilà, ça vous rajoute du texte sur une image, vous voyez que c'est sympa. Puis là, vous pouvez la retélécharger de manière à la réutiliser dans un projet, dans autre chose. Là, il ne génère pas d'image, il la modifie. Voilà, donc on peut faire tout un tas de choses comme ça, très rapidement. Et puis, on publie ou pas, c'est-à-dire que là, celle-là, je ne l'ai pas publiée parce qu'elle est visible que par moi. Mais on pourrait très bien, avec la technique qu'on va voir après, donc la mettre sur GitHub pour le versionning, ou ici directement la déployer avec ce que va nous proposer Gemini. C'est-à-dire que Gemini, si vous faites déployer, va vous proposer des choses internes avec le Google Cloud, que je trouve quand même assez complexe par rapport à la méthode que je vais vous montrer ensuite. Et donc voilà, et donc là vous pouvez faire tout un tas de beaux projets directement en utilisant les outils de Google. Admettons que je veux faire une application qui utilise ici Google Maps. Je sélectionne Google Maps et je peux lui dire crée-moi une recherche d'entreprise basée sur Maps. Voilà, donc là par exemple, il me mettra des champs, il va me créer quelque chose comme ça, et donc c'est un peu ce que j'ai fait ici, avec mon list wrapper professionnel.
où je peux lui dire par rapport à une profession, trouve-moi la liste de toutes les professions dans un tour de cette cible, etc. avec tel code NAF, et il me donne toute la liste des professionnels. Voilà, donc moi j'irai plus sur, si vous êtes moyen, expert, avec Gemini et AI Studio, parce que en termes de token, quand même, on va très très loin. J'ai rarement été bloqué avant la fin du projet. Donc c'est pas mal. Lovable est très bien pour des débutants. Lovable est très très bien pour des débutants, dû au fait que on a vraiment une interface ici de suite. Il affiche et de suite on peut discuter avec lui. Par contre les crédits, ça part très très vite. Si vous voulez rester en gratuit, on va pas loin sur les projets. Voilà. Alors je vais revenir sur mon Vibe et puis sinon on va passer. Alors il m'a lancé un serveur. On va voir ce que ça donne. Voilà. Bon, vous voyez, il m'a fait son petit projet. Voilà, il m'a fait mon petit projet quand même. Bon, ça vaut le coup par rapport à ce que c'est, mais faut savoir que là, ici, je lui avais pas donné de PRD. Donc, il m'a fait quelque chose de basico-basique, ce qui est compréhensible, parce que je ne lui avais pas donné de PRD. Voilà pourquoi. Alors, on va passer à la dernière partie, c'est j'ai créé mon application, j'ai terminé, et c'est comment je vais pouvoir la mettre en ligne. Donc, il y a un petit site qui est très sympathique pour ça. Donc là, je répète, j'ai créé mon application ici via Firebase ou via Lovable. Mon application est connectée à mon GitHub. Et je vais vouloir non pas la publier ici par cette URL ici de Lovable.app. Moi, je vais vouloir aller la publier sur un domaine spécifique. Et en plus, c'est gratuit. Donc, allons-y. Donc, je vais aller sur Netlify. Donc, vous avez Vercel, vous avez Netlify. Donc, qu'est-ce que c'est que Netlify ou Vercel? Ce sont des hébergeurs gratuits. Alors, gratuit, non, c'est pas gratuit en fait, mais qui permettent de récupérer votre repo GitHub et directement d'aller poster, d'aller mettre une URL directement. Donc, ça va se connecter. Et alors là, je vais pas le faire pour pas vous montrer en détail, mais simplement, il suffit d'aller créer ici Add New Project. Vous faites importer un projet existant. Vous lui dites que vous allez chercher un dépôt depuis GitHub. Donc il faut qu'il autorise et qu'il se connecte à votre GitHub. Moi, il est déjà connecté à mon GitHub. Et vous allez lui donner le projet pour lequel il doit être récupéré. Donc moi ici, ça serait calendrier de l'Avent. Et puis, il va se faire tout seul. Il va tout connecter. Et vous allez avoir ici un site avec un nom de domaine que vous allez pouvoir choisir. Donc par exemple ici, moi, si je prends celui-ci, donc sur des audits que l'on crée, ici il s'appelle freeaudit.netlify.app. Donc vous allez avoir une adresse avec netlify.app, c'est normal, mais vous allez pouvoir choisir cette partie-là. Ici et là, si je vais voir mon projet, sur cette adresse-là, j'ai vraiment un projet qui est hébergé à part entière et qui permet de partager et d'interagir. Les gens peuvent aller créer leurs éléments, etc. etc. Je veux dire, tout est fonctionnel. Et ça, c'est génial parce que vous avez quelque chose qui est hébergé. Votre application est visible en ligne et vous pouvez la partager à n'importe qui. Alors, j'espère que cette session Vibe Coding t'a plu et surtout t'a beaucoup appris et intéressé. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des choses que tu voudrais revoir, si tu voudrais approfondir sur le Vibe Coding. Et sinon, mets-moi un petit pouce et abonne-toi pour les futures vidéos. Et merci, salut, salut!